On- Alors, on va débuter, si vous voulez bien, par la prière qui est affichée. Mon Dieu, aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense savoir à propos de moi, du gros livre, des étapes et surtout de toi. Donne-moi un esprit ouvert et une nouvelle expérience avec moi. Le gros livre, les étapes et surtout avec toi. Aide-moi à voir la vérité. Alors, bienvenue à l'atelier, tout le monde. Ce soir, on est peut-être un petit peu moins, c'est le Saint-Valentin. Alors, je souhaite à tout le monde une bonne Saint-Valentin en passant. Merci d'être présent. Euh, donc, ce soir, on est rendu, on va lire dans le texte, dans le gros livre, le chapitre 3, Autres données sur l'alcoolisme. Mais avant de faire ça, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a lu le chapitre « Il y a une solution ». Puis dans ce chapitre-là, on nous parle que notre problème est d'ordre psychique ou mental plutôt que physique, parce que l'alcoolique ne peut pas rester ça même par ses propres forces, même s'il le désire vraiment. Ça, on a vu ça à la page 26. À la page 27, on nous a dit que l'alcoolique a perdu tout contrôle, qu'il est sans défense devant le premier verre. Et ça, pour moi, c'est bien important. J'ai pas, juste avec mes propres forces, je n'ai pas de défense contre le premier verre. À la page 28, on nous a parlé que notre esprit est déformé par l'alcool. À force de prendre l'alcool, on a cru que l'alcool était bon pour nous autres, qu'on avait besoin de ça, que ça nous faisait du bien, que ça nous aidait à relaxer, que ça nous aidait à avoir du fun, etc. Donc, on s'est vendu beaucoup d'idées et on l'a tellement cru que c'est imprégné maintenant dans notre cerveau. Et le sens du plaisir a été activé beaucoup avec l'alcool. Donc, à chaque fois, il peut nous ramener, notre cerveau, notre déformation du cerveau peut nous ramener à l'alcool en tout temps. C'est pour ça qu'on nous dit à page 28 que tout secours humain est devenu inutile. Et ça veut dire euh, même d'en haut, on dit souvent appelle avant plutôt qu'après. Oui, c'est une bonne idée d'appeler avant plutôt qu'après. Mais ton parrain ou ta marraine, ce qu'il devrait faire normalement, ce serait de te ramener à ta puissance supérieure qui va être ta défense contre ton premier verre. C'est pas le parrain ou la marraine qui est ta défense contre le premier verre, c'est ta puissance supérieure. OK? Et on nous dit à la même page qu'il y a une solution. Et la solution, c'est le programme, qui sont les 12 étapes des alcooliques anonymes, qui est notre solution pour notre problème d'alcool. À la page 29, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on nous parlait du choix de la deuxième étape. Le choix de la deuxième étape, c'est que j'ai le choix entre continuer à boire ou accepter une aide spirituelle. Quand tu arrives à Alcoolique Anonyme, tu n'arrives pas parce que tu vas bien, d'habitude. Tu arrives parce que tu as connu un bas fond, tu as connu tu vas pas bien. Tu vas pas bien. Puis tu reconnais à quelque part que tu as besoin d'aide. Puis, si tu arrives à A par rapport à un problème d'alcool, ça veut dire à quelque part qu'il y a un petit désir d'arrêter de boire. Donc, pour régler ton problème maintenant, ça te prend une solution. Puis la solution, c'est le mode de vie. OK? Donc, pour effectuer tout changement dans une vie, tu as besoin de 3 choses. Premier, c'est que tu as un problème. Tu as un problème, puis tu vas pas bien. Tu as un bas fond. Dans une situation donnée, ça peut être de n'importe quoi. Ça peut être un bas fond émotionnel, ça peut être un bas fond de dépendance affective. Il y a plusieurs types de bas fonds. En tout cas, tu as un bas fond. Tu le reconnais, puis tu veux t'en sortir. Tu as le désir de t'en sortir. Mais pour être capable de t'en sortir, c'est sûr que ça te prend une solution. Heureusement, nous, dans Alcoolique Anonyme, on a les 12 étapes qui peuvent être une solution pour n'importe quel problème que tu vas rencontrer dans ta vie. Ensuite de ça, dans le chapitre, il y a une solution. À la page 31, il nous disait que pour nous rétablir, on a besoin d'une expérience spirituelle vitale ou d'un réveil spirituel. Et ça, c'est obtenu par la mise en pratique des étapes, pas par la fréquentation des meetings. Okay? Et c'est ça. Ensuite, on a lu l'appendice 2 sur l'expérience spirituelle. Dans ce petit article-là, il nous parle
des changements, de changements justement. Il mentionne à plusieurs reprises. Les changements mentionnés, c'est soit des bouleversements soudains et spectaculaires, des changements révolutionnaires, un changement profond, une transformation, un changement face à sa réaction à la vie. Et ça, tout ça, c'est des résultats du mode de vie. Ils nous disent là-dedans que dans les premiers temps des AA, les gens croyaient que ça prenait un changement spectaculaire pour avoir une expérience spirituelle. Mais ils nous disent là-dedans que la plupart des expériences spirituelles sont du type éducatif parce qu'elles se font lentement sur une certaine période de temps. Moi, dans mon cas, ça a été vraiment du type éducatif. C'est sûr que dans mon cheminement, il y a eu des expériences, j'ai eu certainement deux expériences spirituelles profondes parce que j'avais atteint vraiment un bas fond puis que j'avais un grand désir de changement, tu sais, puis ça a produit ça. Mais ça se contrôle pas, c'est pas sous mon contrôle, ça. Ils nous ont dit aussi que la conscience de la présence d'une puissance supérieure constitue l'essence même de l'expérience spirituelle. Donc, en 11e étape, il nous en parle que pour la prière et la méditation, on vient avoir un contact conscient avec notre puissance supérieure. Alors, ça signifie quand tu commences à parler à ta puissance supérieure, puis à sentir sa présence, donc tu as vécu ou tu vis une expérience spirituelle. Puis ils nous ont parlé aussi des éléments essentiels ou indispensables pour le rétablissement, et ce sont la bonne volonté, l'honnêteté et l'ouverture d'esprit. Y a-t-il des questions par rapport à ce qu'on a vu là-dedans la semaine passée? Est-ce que vous avez lu le chapitre Autres données sur l'alcoolisme? Oui? Non? Oui? Non? Pas grave, on va le lire ensemble. Donc, là, il y a Sylvie Delvaux, ça te tente-tu encore de lire la semaine passée? Je pense que je n'ai pas réussi à te faire lire. Ben oui, certainement. Ça va être le soir des Sylvie, d'accord? Parfait. Fait que je commence? Oui, un paragraphe à la fois, s'il te plaît. Ah, avant que je vais vous faire un petit... le chapitre pas donné sur l'alcoolisme, prenez note que c'est un chapitre très utile pour quelqu'un qui a fait des rechutes ou qui fait des rechutes régulièrement. C'est un chapitre qui nous parle beaucoup des rechutes. Puis les rechutes, ben là, il faut dire que c'est pas toujours juste après avoir arrêté de boire avec Alcooliques Anonymes. Tu peux avoir eu des rechutes pendant le temps que tu buvais. Mettons que tu as arrêté, tu décides d'arrêter pendant un bout de temps, puis tu n'es pas capable de continuer, tu commences à boire. C'est une rechute, même si tu n'es pas dans A, on s'entend. Donc, ce chapitre-là parle beaucoup des rechutes. OK, on va y aller avec le premier paragraphe, s'il te plaît. Oui. Salut tout le monde, Sylvie Alcoolique. Chapitre 3, Autres données sur l'alcoolisme. La plupart d'entre nous avons été réticents à admettre que nous étions de véritables alcooliques. Personne ne trouve agréable de penser que mentalement et physiquement, on est différent des autres. Il n'est donc pas étonnant que nos vies de buveurs aient été marquées par d'innombrables et inutiles tentatives pour prouver que nous pouvions boire comme tout le monde. La grande obsession de tout buveur normal est qu'un jour, il ne sait trop comment, il parviendra à se contrôler et à prendre plaisir à boire. Il est renversant de constater à quel point cette illusion peut persister. Nombreux sont ceux qui s'y accrochent jusqu'aux portes de la folie ou de la mort. OK. Donc, on n'aime pas savoir qu'on est alcoolique. Moi, effectivement, quand je suis arrivée à Alcoolique Anonyme, j'ai pas cru ça tout de suite que j'étais alcoolique. Je reconnaissais seulement que j'avais un problème avec l'alcool. Pas que j'étais alcoolique, ça m'a pris un peu de temps. Je me suis identifiée comme alcoolique, mais je n'étais pas sûre. Après, moi, je n'étais pas sûre. Mais après avoir été obsédée pendant un bon bout de temps dans l'Alcoolique Anonyme, j'ai finalement compris qu'un non-alcoolique ne serait pas obsédé pendant 8 mois de temps. On s'entend? Donc, il nous parle ici, dans ce chapitre-là, il commence à nous mentionner des termes qui sont reliés à la maladie mentale de l'alcoolisme. Le premier terme qui est utilisé dans ce paragraphe-là, c'est l'obsession. Une obsession,
Si on cherche dans le dictionnaire, moi j'ai trouvé que c'était une idée fixe qui surpasse toutes les autres et qui revient constamment dans l'esprit, mais qui ne correspond pas à la réalité. Donc, c'est un mensonge que notre esprit nous conte. Obsédé par l'alcool, à quelque part, c'était l'idée que j'ai besoin d'alcool pour filer mieux. Alors, c'est un mensonge. Okay? Donc, une obsession, c'est habituellement un mensonge. Il nous parle ici aussi de l'illusion. C'est intéressant de constater à quel point l'illusion peut persister. Une illusion, c'est une interprétation fausse de ce qu'on perçoit ou une apparence dépourvue de réalité. Donc, c'est aussi un mensonge. OK? Donc, notre esprit nous conte des mensonges. L'obsession, l'illusion. Et il nous parle aussi de la folie ou de la mort. Nombreux s'agit s'y accrochent qu'au peur de la folie ou de la mort. En anglais, il nous parle plus d'insanité. Puis je préfère ce terme-là, pas parce que j'ai peur du mot folie, là, mais parce qu'insanité, c'est un manque de raison ou de bon sens. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas du tout. Ça veut juste dire que j'en manque. C'est un trouble mental qui fait perdre à l'individu la maîtrise de lui-même. C'est aussi défini comme l'état d'un esprit malade. Ou, j'aime bien aussi l'autre définition, une incapacité de juger correctement ou de voir la vérité dans certains domaines. Dans notre cas d'alcoolisme, c'est par rapport à l'alcool. Donc, tout ça, l'insanité, toutes les définitions que je vous ai données là, ce sont des mensonges, encore une fois, que notre esprit nous vend ou essaye de nous vendre. OK? Il y a un autre terme qui est utilisé dans la version anglaise qui est délusion. Ils ne l'ont pas traduit par ça, ils l'ont traduit par illusion, je pense. Mais c'est aussi un raisonnement trompeur, un aveuglement ou un déni par rapport à la réalité. Donc, encore là, ce sont des mensonges. Vous remarquerez là-dedans, l'insanité, c'est que c'est ça qui nous fait perdre la maîtrise de nous-mêmes. Donc, dans la première étape, quand on parle que nous avons perdu la maîtrise de notre vie, c'est à cause de l'insanité. Notre insanité par rapport à l'alcool fait qu'on n'a pas la maîtrise de notre vie. Ça peut arriver dans d'autres domaines aussi. Je vous donne un exemple, la dépendance affective, j'ai connu ça. Je perdais la raison par la dépendance affective. Je suis restée dans une relation insatisfaisante pendant longtemps à cause de la dépendance affective parce que je croyais, faussement, mon esprit me vendait cette idée-là, que je ne pouvais pas vivre sans lui. Fait que ça, c'est une fausse idée, c'est une illusion ou une insanité. Et je perdais la maîtrise parce que je ne pouvais pas partir, parce que j'avais cette idée-là. OK? Y a-t-il des questions par rapport à ces termes-là, à tout ça? OK. Tu veux-tu continuer l'autre paragraphe? Oui, nous avons appris à accepter jusqu'au plus profond de notre être que nous étions alcooliques. C'est la première étape vers le rétablissement. Toute illusion que nous sommes comme les autres ou qu'un jour nous le deviendrons doit être dissipée. C'est ça. Donc, on doit perdre toute idée qu'un jour on peut être comme les autres. Ça, c'est au niveau conscient. Il ne faut pas oublier que l'insanité, c'est aussi au niveau inconscient. Des fois, il peut te rester des idées fausses par rapport à l'alcool dont tu n'es pas conscient, puis qui peuvent te ramener à perdre la maîtrise. OK, vas-y avec l'autre paragraphe. Nous, les alcooliques, sommes des hommes et des femmes qui avons perdu la faculté de maîtriser notre consommation d'alcool. Nous savons que jamais un alcoolique véritable ne retrouve cette maîtrise. Nous avons tous eu, à un moment donné, l'impression de nous ressaisir. Mais ces sourcils, généralement courts, étaient suivis d'un manque de contrôle encore plus grand qui menait éventuellement à un découragement pitoyable et incompréhensible. Nous sommes tous convaincus que les alcooliques de notre catégorie sont aux prises avec une maladie progressive. À la longue,
notre condition va sans cesse en s'aggravant et elle ne s'améliore jamais. Mhm. Donc, nous avons perdu la faculté de maîtriser notre consommation d'alcool. Ici, tout à l'heure, dans les deux premiers paragraphes, il nous parlait de la maladie mentale. Ici, dans ce paragraphe-là, il nous parle, le début de ce paragraphe-là, il nous parle de l'allergie physique. Nous avons perdu la faculté de maîtriser notre consommation. C'est-à-dire que quand je commence à boire, je peux pas dire que je vais m'arrêter après un verre. Ça ne marche pas habituellement. Ça peut t'arriver, une fois de temps en temps, oui, mais habituellement, euh, tu pourras pas arrêter après un seul verre. Ou tu te lèves le matin et tu te dis, je ne boirai pas aujourd'hui, puis sans le savoir, sans le vouloir, tu te retrouves en train de consommer dans la journée. OK? Donc, c'est ça. Perdu la faculté de maîtriser notre consommation, c'est par rapport à l'allergie. Donc, jamais un alcoolique véritable ne retrouve cette maîtrise. Tu as beau arrêter pendant 30 ans, 20 ans, si tu recommences à boire, tu n'as pas encore cette maîtrise-là, tu ne l'as pas. C'est au niveau physique. Et ça ne disparaît pas. C'est tout, je pense que j'ai comme commentaire là-dessus. Vas-y pour l'autre paragraphe. Nous ressemblons à des personnes qui n'ont plus de jambes. Elles ne repousseront jamais. Il ne semble exister aucun traitement qui permette à des alcooliques comme nous de ressembler aux autres. Nous avons essayé tous les remèdes possibles. Parfois, certains nous ont apporté un bref moment de répit qui était toujours suivi par une récidive encore plus grave. Les médecins qui connaissaient l'alcoolisme s'accordent à dire qu'il est impossible pour un alcoolique de redevenir un buveur normal. Peut-être un jour la science apportera-t-elle la solution, mais ce n'est pas encore fait. C'est pas encore fait, puis ça, c'était vrai en 1939, 38, quand ça a été écrit, puis c'est encore vrai aujourd'hui. La science n'a pas trouvé de remède à l'alcoolisme pour qu'un alcoolique puisse boire comme un être normal. OK? Et ils ont des médicaments que si tu les prends tout le temps, ils vont peut-être t'empêcher d'en prendre, puis encore, ton insanité peut te ramener à l'alcool, même si tu prends les médicaments. Parce qu'ils n'ont pas de médicaments pour l'insanité non plus. Hein. Donc, un peu plus loin, à la fin de cette page-là, il nous parle des méthodes que nous avons essayées. Voici quelques-unes des méthodes que nous avons essayées. Tu veux-tu lire ça? Peut-être une autre qu'on se reconnaître là-dedans. Oui, oui. Boire seulement de la bière. Limiter le nombre de consommations. Ne jamais boire seul. Ne jamais boire le matin. Boire seulement à la maison. Ne pas garder d'alcool chez soi. Ne pas boire durant les heures de travail. Boire seulement en société. Laisser le scotch pour le cognac. Ne boire que du vin. Accepter de donner une démission s'il nous arrivait de nous enivrer au travail. Partir en voyage. Ne pas partir en voyage. Jurer ou simplement promettre de ne plus jamais boire. Faire plus d'exercice physique. Lire des ouvrages pour se motiver. Séjourner quelque temps dans une maison de repos, à la campagne ou dans une clinique. Accepter de recevoir des soins psychiatriques. La liste pourrait s'allonger à l'infini. Mhm. C'est ça, c'était nos tentatives de contrôler notre consommation avec notre ego. Notre ego, il dit, bon, ben, on va essayer ça, tu vas voir, ça va marcher. Ça ne marche jamais. Pas pour un alcoolique. Donc, c'est ça. On va continuer avec l'autre paragraphe. Oui, il est toujours délicat d'affirmer de quelqu'un qu'il est alcoolique, mais chacun peut facilement établir son propre diagnostic. Rendez-vous au bar le plus près et voyez si vous pouvez boire raisonnablement. Essayez de boire et de vous arrêter tout d'un coup. Répétez l'expérience plusieurs fois. Vous saurez vite à quoi vous en tenir si vous êtes honnête avec vous-même. Cela vaut peut-être la peine de risquer une bonne crise de tremblement pour être tout à fait fixé sur sa condition. Mhm. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un test de boire contrôlé. Tu sais, aujourd'hui, le gouvernement, dans ses annonces par rapport à l'alcool, il prône beaucoup le boire contrôlé. Pour un alcoolique, ça ne marche pas vraiment, le boire contrôlé. Je vais continuer avec l'autre paragraphe. Oui.
Bien que nous ne soyons pas en mesure de le prouver, nous croyons que la plupart d'entre nous aurions pu mettre un terme à notre mauvaise habitude dès le début. Mais peu d'alcooliques désirent vraiment arrêter de boire quand il est encore temps. On a relevé quelques cas d'individus qui, malgré la manifestation certaine de tous les signes de l'alcoolisme, ont réussi pendant longtemps à ne pas boire grâce à un puissant désir de s'en sortir. En voici un exemple. OK. Donc, c'est sûr, peu d'alcooliques désirent vraiment arrêter de boire quand il est encore temps. Une fois que ton esprit a été faussé par la prise d'alcool, que l'insanité est bien installée, c'est pour ça que c'est difficile d'arrêter quand tu veux, n'importe quand, là, tu sais. Parce que justement, t'as pas de défense contre le premier verre. Tu n'as plus de défense contre le premier verre. Donc, l'exemple qu'il donne ici, il parle d'un homme de 30 ans. On ne dira pas tout le texte, je vais vous résumer ça. C'est un homme de 30 ans qui faisait souvent la fête, puis il se rendait compte que ça n'allait pas avec il était en affaires, donc tant qu'il toucherait à l'alcool, c'était pas bon pour lui. Donc, une fois qu'il avait commencé à boire, il ne pouvait plus s'arrêter. Donc, c'est une caractéristique de l'alcoolisme. Donc, il a décidé de ne plus prendre une seule goutte d'alcool tant qu'il n'aurait pas réussi dans la vie et qu'il ne serait pas à la retraite. Donc, il s'était fixé un objectif de ne plus boire. Puis, il a fait ça pendant 25 ans. Il a pris sa retraite à 55 ans, après une carrière fructueuse. Puis là, il a commis l'erreur de croire, comme presque tous les alcooliques, c'est-à-dire il s'est vendu un mensonge, son esprit alcoolique lui a vendu un mensonge, qu'en raison de sa longue abstinence et compte tenu de sa discipline personnelle, il pouvait boire comme les autres. Donc, c'est ça l'insanité. Ça te valider que, oh, t'es correct, maintenant, ça fait longtemps que tu n'as pas bu, tu vas pouvoir boire comme les autres. Donc, il a recommencé à boire, puis il s'est aperçu qu'il n'était pas capable d'arrêter. Il s'est présenté à l'hôpital, puis c'est ça. Il a fait des efforts pour contrôler sa consommation, mais il est retourné plusieurs fois à l'hôpital. Il a tenté à nouveau de cesser de boire complètement pour découvrir qu'il en était incapable. Donc là, l'insanité était vraiment présente beaucoup dans son esprit. Alors, le paragraphe suivant, il y a dans ce récit, veux-tu lire ça? Donc, Oui, est-ce qu'ils finissent par dire que bien que robuste au moment de sa retraite, notre homme a dépéri si rapidement qu'il est mort 4 ans plus tard. C'est le moral de cette histoire, ça n'a pas marché son affaire, il n'a jamais été capable de réarrêter. Vas-y. il y a dans ce récit une importante leçon. La plupart d'entre nous ont cru qu'en ne buvant pas pendant une bonne période, nous pourrions ensuite boire normalement. Pourtant, cet homme, à 55 ans, a découvert qu'il était exactement au même point qu'à 30 ans. Ainsi, l'énoncé alcoolique un jour, alcoolique toujours se vérifie-t-il constamment? Lorsqu'après une période d'abstinence, nous retouchons à l'alcool, nous retombons en peu de temps aussi bas qu'avant. Si nous voulons renoncer à boire, nous devons le faire sans aucune réserve, sans caresser l'espoir subtil d'être un jour immunisé contre l'alcool. Mm-hmm. Donc, c'est une des façons, tu sais, notre première étape, ça fait partie des questions à se poser quand on veut faire notre première étape. Est-ce que j'ai renoncé à l'alcool à 100%? Personnellement, moi, ça m'a pris 8 mois. Et c'est pour ça que j'ai été obsédée pendant 8 mois, parce que je n'étais pas sûre que je voulais arrêter complètement, pour toujours. Tu sais, quand ils disent renoncer à boire, c'est renoncer. Tu sais, ils nous disent d'en haut, on nous dit fais ça un jour à la fois. Oui, mais si tu as le désir d'arrêter de boire pour de bon, ça va se faire une journée. Tu vas pouvoir le faire une journée à la fois, le vivre une journée à la fois. Mais tu as besoin d'avoir dans ton esprit renoncé à l'alcool. Donc, sans réserve. Donc, à 100%. Quand ils disent la première étape, l'affaire à 100%, c'est ici que ça s'accroche, le 100%. C'est que tu dois le faire sans aucune réserve, à 100%, sans caresser l'espoir subtil d'être un jour immunisé contre l'alcool. Ça va? Là, on va aller. Oui, tu peux continuer. On va lire l'autre paragraphe aussi. Oui, OK.
Les jeunes peuvent trouver un encouragement dans l'expérience vécue par cet homme en pensant que, comme lui, ils peuvent cesser de boire par la force de leur volonté. Nous croyons que peu d'entre nous peuvent réussir, car ils ne le désirent pas assez ardemment. Il est peu probable que l'un d'eux puisse s'en sortir à cause de la déformation d'esprit particulière déjà acquise. Plusieurs de nos membres âgés de 30 ans ou moins ne buvaient que depuis quelques années, mais ils se sont trouvés aussi dépourvus que ceux qui buvaient depuis 20 ans. Mhm, c'est ça. Donc, il nous parle encore ici de la déformation d'esprit particulière déjà acquise. C'est l'insanité qui parle ici. Euh, donc, c'est ça, on peut devenir... c'est là notre impuissance. Notre impuissance devant l'alcool est deux... Il y a deux caractéristiques de notre impuissance. Il y a la maladie physique. On est impuissant à arrêter de boire une fois qu'on a commencé. Et il y a l'impuissance au niveau mental. Mon esprit est déformé par la prise d'alcool. J'ai une insanité par rapport à l'alcool, par rapport à l'idée d'alcool. Donc, c'est ça l'impuissance. Vas-y avec l'autre paragraphe. Il n'est pas nécessaire d'avoir bu longtemps ni d'avoir absorbé les mêmes quantités d'alcool que nous pour être gravement affectés. C'est particulièrement vrai pour les femmes. Les femmes de type alcoolique sont souvent subitement assaillies par la maladie et atteignent le point de non-retour en quelques années seulement. Certains buveurs qui seraient très vexés d'être considérés comme des alcooliques sont étonnés de leur capacité de cesser de boire. Nous, qui sommes familiers avec les symptômes de cette maladie, voyons un grand nombre d'alcooliques éventuels chez les jeunes. Mais allez donc essayer de leur ouvrir les yeux. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Les femmes, c'est parce que notre corps réagit plus, plus vite à l'alcool. C'est pour ça que j'avais lu un petit dépliant de Éducalcool, en tout cas, qui disait que les femmes, si je prends un verre d'alcool, c'est comme si un homme prenait 1,5 consommation. Moi, j'en ai pris une, et ça équivaut à 1,5. Donc, par exemple, je buvais 3,40 onces de whisky par semaine, ça équivaut à 4,5 par semaine. OK? Donc, les femmes, on a ce problème-là. Notre corps assimile réagit pas plus rapidement à l'alcool. Puis ils disent pour les jeunes qui envoient un grand nombre, mais ils disent dans le bas, avec l'astérique, cette constatation était vraie au moment de la publication de ce livre. Mais un sondage effectué en 2014 auprès de nos membres américains et canadiens a démontré qu'environ 11% des A avaient moins de 30 ans. Alors, c'est de plus en plus vrai que les jeunes arrivent rapidement à l'alcoolique anonyme. Puis, surtout ceux qui ont consommé alcool et drogue. La drogue les amène plus vite à leur bas fond. Tu veux-tu lire l'autre paragraphe? Oui, en jetant un regard sur le passé, il nous semble que nous avons continué à boire bien longtemps après avoir dépassé le stade où, avec de la volonté, nous aurions pu encore nous en sortir. À celui qui se demande s'il a franchi ce seuil, nous lui suggérons d'essayer de s'abstenir d'alcool pendant 1 an. S'il est véritablement alcoolique et si son alcoolisme est très avancé, il a peu de chances de réussir. Au début, il nous est arrivé de ne pas boire pendant 1 année ou plus pour devenir plus tard des solides buveurs. Même si vous êtes capable de ne plus boire pendant une très longue période, vous pouvez être un alcoolique en puissance. Parmi ceux que ce livre intéresse, nous sommes persuadés qu'il y en a peu qui réussiront à ne pas toucher à l'alcool pendant 1 an. Certains seront déjà ivres le lendemain du jour où ils auront pris leur résolution. La plupart s'enivreront après quelques semaines. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Il suggère un autre test. Si tout à l'heure, il y avait le test du boire contrôlé. Là, il y a le test d'essayer de s'abstenir de boire pendant 1 an. Mon fils a essayé ça, puis lui, il a tellement aimé ça qu'il a continué, tu sais, mais je pense pas qu'il soit un alcoolique. Mais comme ils disent, il peut être un alcoolique en puissance aussi. Tu peux continuer? Ceux qui sont incapables de boire avec modération se demandent bien comment ils pourraient cesser complètement.
Nous tenons pour acquis, bien sûr, que le lecteur souhaite renoncer à boire. Pour savoir si quelqu'un peut s'en sortir sans une aide spirituelle, il faut aussi savoir jusqu'à quel point il a déjà perdu la capacité de choisir s'il va continuer ou non de boire. Nous étions nombreux à croire que nous avions une grande force de caractère. Nous sentions la nécessité absolue de renoncer à l'alcool pour toujours. Et pourtant, cela nous a été impossible. L'alcoolisme, nous le savons aujourd'hui, a cette particularité déroutante, l'incapacité totale pour le malade de ne plus boire, aussi grand que soit le désir et la nécessité d'y parvenir. Mhm. Donc ça, ils nous disent, là, ils nous parlent encore ici de l'insanité qui peut nous ramener à l'alcool malgré notre désir de ne plus boire. OK? Et c'est cette insanité, par rapport à cette insanité-là, qu'on a besoin d'une puissance supérieure. Pour l'allergie, j'ai pas, il n'y a pas de remède à l'allergie. L'allergie est toujours là. Et si je bois pas, l'allergie embarque pas. Tu comprends? Fait que t'as pas de problème tant que tu bois pas. Mais c'est ça. Notre insanité peut nous ramener à l'alcool. Puis l'insanité, c'est pas, il y en a des fois qui disent que c'est par rapport aux choses qu'ils ont faites sous l'influence de l'alcool. Mais ces folies-là sont causées par le fait que l'alcool a un effet de enlever les inhibitions. Donc, j'ai, je, je fais des choses que je ne ferais pas quand je suis à jeun à cause de l'effet de l'alcool sur mon esprit. Ça relève les inhibitions. Mais c'est l'insanité dont on parle ici, c'est pas ça. L'insanité dont on parle ici, c'est les mensonges que notre esprit a cru par rapport à l'alcool, parce qu'on est alcoolique. Donc, c'est beau, on va continuer. Alors, que devons-nous faire pour aider nos lecteurs à déterminer par eux-mêmes, dans leur propre intérêt, s'ils sont des nôtres? Essayer de renoncer à l'alcool pendant un certain temps est utile. Cependant, nous croyons avoir un meilleur moyen d'aider ceux qui souffrent d'alcoolisme et peut-être aussi le milieu médical. C'est pourquoi nous allons décrire quelques-uns des états d'esprit qui précèdent une rechute, car il est évident que c'est là le cœur du problème. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un alcoolique avant qu'il rechute. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans la tête d'un alcoolique qui répète chaque fois l'expérience désespérée du premier verre? Donc, on va parler d'insanité encore. À la page 40, il nous commence dans le haut de la page, il nous commence l'histoire de Jim. Jim avait une concession automobile, puis qui a bu il a bu à partir de 35 ans, puis au bout de quelques années, ses excès d'alcool l'ont rendu si violent qu'on a dû l'interner. Donc, sorti de la clinique, il a pris contact avec les membres des A. Tu veux-tu continuer le paragraphe? Nous lui avons fait part. Nous lui avons fait part de ce que nous savions sur l'alcoolisme et de la solution que nous avons trouvée. Il a décidé de tenter l'expérience. OK? Il a retrouvé sa famille. Excuse. Donc, ici, on lui a fait part de ce qu'il savait sur l'alcoolisme. Donc, on lui a parlé de la première étape, de ce qu'on vient de parler. On lui a parlé de l'allergie, on lui a parlé de l'insanité. Ensuite, la solution, puissance supérieure. Puis, il a décidé de tenter l'expérience. Il a fait sa troisième étape. OK? Il a retrouvé sa famille et a pris un travail comme vendeur dans l'entreprise qu'il avait perdue à cause de l'alcool. Tout s'est bien passé pendant un certain temps, mais il n'a rien fait pour enrichir sa vie spirituelle. À son grand étonnement, il s'est enivré 6 fois en peu de temps. Après chacune de ces rechutes, nous lui avons prêté assistance en essayant de comprendre avec lui ce qui s'était produit. Il a reconnu qu'il était réellement alcoolique et que son état était sérieux. Il savait qu'en continuant, il s'exposait à un autre séjour en clinique. De plus, il perdrait sa famille qu'il aimait profondément. Il dit la phrase suivante. Malgré tout, il a bu de nouveau. Donc, c'est l'insanité qui l'a ramené à son premier verre. Pas l'allergie. L'allergie te fait continuer une fois que tu as commencé. L'insanité te ramène à ton premier verre. Donc, ils sont retournés le voir, puis là, il a commencé à expliquer ce qui s'était passé.
Donc, il dit qu'il s'était présenté au travail, il était irrité. Remarquez ça, il était irrité parce qu'il était juste un vendeur dans l'entreprise qui avait déjà appartenu. Il y a eu une petite dispute avec le patron, donc un peu de ressentiment. Ensuite, il a décidé d'aller rencontrer un client qui habitait à la campagne. Donc, il est parti, il est arrêté à un restaurant. Il n'avait pas l'intention de boire. Donc, il n'y a pas d'obsession. C'est clair. Il voulait seulement manger un sandwich. Donc, c'était un restaurant où il allait, puis il a commandé un sandwich et un verre de lait. Il dit, je pensais toujours pas à l'alcool. Puis, j'ai commandé de nouveau un sandwich et un autre verre de lait. Peux-tu lire la suite? Soudain. Soudain, j'ai Oui. Oui. Soudain, j'ai pensé que je pourrais ajouter une once de whisky à mon lait, que ça ne pourrait pas me faire de tort puisque j'avais l'estomac plein. J'ai commandé un whisky et je l'ai versé dans mon verre de lait. Je sentais vaguement que je n'agissais pas très intelligemment, mais je me suis rassurée en me disant que le whisky aurait peu d'effet dans un estomac bien rempli. L'expérience se passait si bien que j'ai commandé un autre whisky, toujours avec un verre de lait. Comme je ne me sentais plus mal, comme je ne me sentais pas plus mal, j'ai continué. Donc, on voit ici, par le soudain, c'est pas prémédité. Il n'y a pas d'obsession. Il commande un whisky, mais il se vend deux, trois idées. Tu sais, l'insanité, là, ça ne pourra pas y faire de mal. C'est ça. Ça ne pourrait pas faire du tort, même si son expérience précédemment lui avait fait voir que ça y causait du tort. Donc, il se vend cette idée-là, puis il s'est rassuré en disant que le whisky aurait peu d'effet dans un estomac bien rempli. Donc, un autre mensonge. Et il dit, l'expérience se passait si bien, j'ai commandé un autre whisky. Pourquoi il a commandé un autre whisky? Parce que là, le craving, la soif insatiable a débuté. Il a mis un verre d'alcool et l'allergie est enclenchée. Donc, il a dû reprendre le chemin de la clinique. Puis, même s'il savait tout, il connaissait toutes les souffrances morales et physiques que l'alcool lui causait toujours. Il était renseigné, bien renseigné sur sa condition d'alcoolique. Mais ce n'est pas suffisant pour t'empêcher de boire. Cependant, toutes les raisons qu'il avait de ne pas boire ont été facilement écartées au profit de l'idée insensée, l'insanité, qu'il pouvait prendre du whisky sans danger pourvu qu'il le mélange avec du lait. Quoi qu'on dise, pour nous, c'est là de la folie, l'insanité, pure et simple. Comment appeler autrement un tel manque de mesure, une telle incapacité de juger correctement? Merci Sylvie. On va passer à l'autre Sylvie. Tu veux-tu continuer avec le peut-être, croyez-vous? D'accord. Sylvie alcoolique. Peut-être croyez-vous qu'il s'agit d'un cas extrême. Pour nous, c'est courant car nous... Attendez une minute. Pour nous, c'est courant car nous avons tous fait ce genre de raisonnement un jour ou l'autre. Il nous est arrivé de réfléchir plus que Jim au... excuse-moi, je ne suis pas là. Il nous est arrivé de réfléchir plus que Jim aux conséquences. Mais il y avait toujours ce curieux phénomène mental parallèlement à notre raisonnement sensé. Inévitablement, il nous donnait des excuses insensées et injustifiées pour prendre notre premier verre. Notre bon sens ne parvenait pas à nous retenir et la déraison prenait le dessus. Le lendemain, en toute sincérité et le plus sérieusement du monde, nous nous demandions comment cela avait bien pu arriver. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Donc, notre raisonnement, quand je dis l'insanité, c'est notre raisonnement qui est faussé par rapport à l'alcool. Ils parlent de parallèlement, c'est qu'il y a un membre qui expliquait que ton raisonnement sensé est là, puis ton raisonnement insensé est à côté. Puis à un moment donné, il va court-circuiter ton raisonnement sensé, puis il va te donner des excuses insensées et injustifiées pour prendre ton premier verre. Donc, c'est ça l'insanité. On va t'expliquer très bien comme ça. Tu peux continuer? D'accord. En certaines circonstances, nous nous sommes délibérément enivrés, nous croyant justifiés par la nervosité, la colère, l'inquiétude, la dépression, la jalousie,
ou un sentiment du même genre. Cependant, même dans ces cas-là, nous sommes forcés d'admettre notre démesure et la légèreté de l'excuse qui, selon nous, justifiait notre rejet, compte tenu de ce qui s'ensuivrait. Aujourd'hui, nous voyons bien que lorsque nous recommencions à boire, volontairement ou non fortuitement, nous n'avions pas réfléchi sérieusement aux conséquences énormes qui en résulteraient. C'est ça. C'est pour ça que le fait de savoir que je suis alcoolique, le fait de savoir que j'ai cette insanité-là, ou d'avoir toutes les connaissances, même toutes les connaissances que je vous ai transmises depuis le début de ces ateliers-là, ça ne peut pas vous empêcher de prendre votre premier verre. Ce qui va vous empêcher de prendre votre premier verre, c'est une puissance supérieure. Parce que je n'ai pas de défense contre le premier verre au niveau mental. L'insanité peut prendre le dessus n'importe quand. Il nous parle ensuite, dans le paragraphe suivant, que notre réaction devant le premier verre est aussi absurde et incompréhensible que celle d'un individu qui, par exemple, aurait la manie de se faufiler entre les voitures pour traverser la rue. Donc ça, il parle en anglais du jaywalker, la personne qui traverse la rue sans faire attention. Donc, ils disent, elle traverse la rue sans faire attention. Pendant un bout de temps, ça va bien. Après un certain temps, elle se fait frapper, mais elle continue pareil à traverser la rue sans perdre. Elle a un autre accident. Tu sais, la personne n'arrête pas, même si elle a des accidents, parce qu'elle est frappée d'insanité par rapport au fait de traverser la rue. C'est une comparaison avec, c'est aussi fou qu'un alcoolique qui continue à boire, même s'il sait qu'il y a des conséquences, puis qui risque gros à chaque fois qu'il prend un verre. Autrement dit, c'est aussi fou que ça. Ils disent, dans la page 43, le paragraphe vers la fin, il dit « Peut-être trouverez-vous notre comparaison caricaturale, mais l'est-elle vraiment? Parce que nous sommes passés par de dures épreuves, nous sommes forcés d'admettre qu'on pourrait raconter exactement la même histoire à notre sujet en substituant l'habitude de boire à celle de se lancer dans la circulation. Ce serait tout à fait nous. Si intelligents que nous aurions pu nous montrer en d'autres circonstances, nous étions frappés d'insanité dès qu'il s'agissait d'alcool. » C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Hein? Alors, c'est ça. Peux-tu continuer, Sylvie? Oui. Certains d'entre nous doivent penser, oui, ce que vous dites est vrai, mais ça ne s'applique pas entièrement à notre cas. Nous admettons présenter quelques-uns de ces symptômes, mais nous n'avons pas atteint les mêmes extrêmes que vous et il y a peu de chances que cela nous arrive, car après ce que vous nous avez dit, de telles choses ne peuvent pas se reproduire. L'alcool ne nous a pas tout à fait perdre. L'alcool ne nous a pas tout fait perdre dans la vie et nous n'avons certainement pas l'intention d'en arriver là. Merci pour l'information. Tu peux continuer l'autre paragraphe. C'est peut-être vrai en ce qui concerne certains non-alcooliques, puis bien que buvant beaucoup et de façon déraisonnable aujourd'hui, sont capables de cesser de boire ou de modérer parce que leur cerveau et leur corps n'ont pas été endommagés comme les nôtres. Mais pour ainsi dire, tous les alcooliques actifs ou en puissance sont absolument incapables de cesser de boire du simple fait qu'ils ont une certaine connaissance d'eux-mêmes. Nous voulons insister sur ce point encore et encore pour que nos lecteurs alcooliques se le mettent bien dans la tête, car nous avons découvert cette vérité au prix de cruelles expériences. Passons à un autre cas. OK. Donc, ce qui est en italique, là, qui disent tous les alcooliques actifs ou en puissance sont absolument incapables de cesser de boire du simple fait qu'ils ont une certaine connaissance d'eux-mêmes ou même une certaine connaissance de l'alcoolisme. OK? Donc là, ils vont nous raconter l'histoire de Fred, qui est associé d'un bureau de comptable. C'est un homme d'affaires qui a réussi, un être stable, bien équilibré. Pourtant, il est alcoolique. Donc, les membres l'avaient rencontré il y a un an à l'hôpital où il se remettait d'une crise de convulsion alcoolique. Il n'admettait pas qu'il était alcoolique, il se disait qu'il était venu à l'hôpital pour se calmer les nerfs.
la SNIT. Pendant quelques jours, le médecin lui a fait comprendre qu'il allait plus mal qu'il le croyait. Pendant quelques jours, cette nouvelle l'a déprimé et il a décidé de renoncer complètement à l'alcool. Il refusait cependant de reconnaître qu'il était alcoolique et était encore moins disposé à accepter une solution spirituelle à son problème. Donc, il reconnaissait qu'il y avait quelques symptômes, mais il ne croyait pas qu'il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Il croyait ferme que son expérience humiliante, jointe aux connaissances qu'il avait acquises, suffirait à l'empêcher de boire pour le reste de ses jours. La connaissance de soi réglerait son problème. Alors, c'est un mensonge, ça fait partie de l'insanité. Il a été de nouveau hospitalisé. Naturellement, il était retourné boire. Là, il raconte son histoire. Le dernier paragraphe, Sylvie? Oui. Écoutons-le raconter son histoire. J'avais été bien impressionnée parce que vous m'aviez dit de l'alcoolisme et je croyais sincèrement qu'il était impossible que je recommence à boire. J'avais pris note de vos opinions quant à la folie subite qui s'empare de l'esprit avant le premier verre. Mais j'étais certain que cela ne m'arriverait pas après ce que j'avais appris. Je me disais que mon cas était moins grave que le vôtre, que j'avais généralement réussi à régler mes autres problèmes personnels et que je réussirais là où vous aviez échoué. Il me semblait que j'avais toutes les raisons d'avoir confiance et qu'il suffisait d'avoir de la volonté et de me tenir sur mes gardes. Donc, c'est ça. Encore une fois, c'est l'insanité qui me vend des idées. Mon ego me vend des idées insanes. Donc, il a repris le travail, puis il était, à un moment donné, à New York, il avait réussi, il a fait une bonne affaire. Donc, il se sentait bien physiquement, il avait l'esprit libre de tout tracas. L'autre histoire, tantôt, vous vous rappelez, l'autre était irrité, il faisait du ressentiment, bon, il n'était pas dans un état d'esprit très bon, puis il a rechuté. Lui, il a l'esprit libre de tout tracas. Son rendez-vous avait été un succès, il était content, bon, une journée parfaite prenait fin sans un nuage à l'horizon. Au paragraphe au milieu, il dit « Je me suis rendu à l'hôtel et me suis préparé tranquillement pour le dîner. Lorsque j'ai passé le seuil de la salle à manger, l'idée, l'insanité le rejoint. L'idée m'est venue que je pourrais bien agrémenter mon dîner de quelques cocktails. Voilà, rien de plus. » Sa raison a pris le dessus par rapport à ça. Tu comprends? Il est resté avec ses idées fausses. Il a commandé un cocktail, puis il a commandé son repas. Après ça, un autre cocktail, parce que bien sûr, l'allergie a pris le dessus. Le craving s'est installé. Puis, à son retour à l'hôtel, il a pensé qu'une consommation me ferait du bien. Encore là, l'insanité est là. Puis le craving. Donc, il en a bu plusieurs. Il ne s'est pas contenté d'un parce qu'il a l'allergie, n'est-ce pas? Donc, il s'est retrouvé à l'hôpital, puis avec des souffrances terribles, morales et physiques. À la page 47, dès que j'ai retrouvé mes esprits, Dès que j'ai retrouvé mes esprits, j'ai soigneusement passé en revue cette soirée à Washington. Non seulement je n'avais pas été sur mes gardes, mais je n'avais absolument pas résisté à ce premier verre. Cette fois, je n'avais pas du tout pensé aux conséquences. J'avais pris ce premier verre avec la même désinvolture que s'il s'était agi d'un soda. Je me rappelais maintenant ce que mes amis alcooliques m'avaient dit. Ils m'avaient prévenu que si j'avais le tempérament d'un alcoolique, le jour viendrait où je recommencerais à boire. Ils m'avaient dit que même si j'étais sur la défensive, un jour, sous un prétexte banal, mes défenses céderaient. Eh bien, c'est justement ce qui s'était produit et plus encore, car ce que j'avais appris sur l'alcoolisme ne m'était pas du tout revenu à l'esprit. J'ai su à ce moment-là que j'avais le tempérament alcoolique. Je me suis rendu compte que la volonté et la connaissance de soi ne pouvaient m'être d'aucun secours dans ces moments étranges de vide mental. Jusque-là, je n'avais jamais pu comprendre les gens qui se disaient dépassés par un problème. Dès lors, j'ai compris. C'était un coup dur. donc là, il a pris conscience qu'il avait atteint un bas fond.
Dans le texte, quand tu parles ici de tempérament d'un alcoolique, c'est pas bien traduit, en anglais, c'est mind, un esprit, son mental alcoolique, l'insanité. Il parle aussi plus bas le tempérament alcoolique, l'esprit alcoolique, le mental alcoolique, l'insanité. C'est ça que ça revient à dire. Donc, il parle que la volonté et la connaissance de soi ne sont d'aucun secours dans ces moments étranges de vide mental, d'insanité. Quand ils disent qu'ils n'avaient jamais pu comprendre que les gens se disaient dépassés, qui se défaient, c'est ça, qui ne peuvent pas régler un problème, incapacité de régler un problème. C'est ça l'impuissance. Hein? On est incapable de régler notre problème d'alcool par nos propres forces. Vas-y avec l'autre paragraphe. J'ai reçu la visite de 2 membres des Alcooliques Anonymes. En souriant, ce qui m'a un peu agacée, ils m'ont demandé si je me reconnaissais alcoolique et si je m'avouais vraiment vécu. J'ai dû déclarer forfait sur les 2 points. Ils m'ont présenté une foule de preuves pour me faire comprendre que le comportement alcoolique que j'avais eu à Washington était le fait d'une condition désespérée. Ils ont cité des douzaines de cas puisés à même leurs propres expériences. Cette démonstration a achevé d'éteindre la faible lueur d'espoir que j'avais de m'en sortir tout seul. Puis, poser la solution spirituelle et le programme d'action qui avait réussi à une centaine d'entre eux. Même si je ne pratiquais pas ma religion, j'ai trouvé intellectuellement leurs principes faciles à assimiler. En revanche, le programme d'action, tout sensé qu'il était, m'a semblé très sévère. Il demandait que je jette par-dessus bord plusieurs de mes croyances de toujours. Ce n'était pas facile. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision de m'engager dans le programme, j'ai eu le sentiment curieux d'être soulagée de ma condition d'alcoolique et il s'est avéré que c'était le cas. C'est ça. Donc, quand il parle ici du programme d'action, il parle habituellement des étapes 4 à 9 ou 4 à 12, selon le cas. Là. Donc, c'est ça. À partir du moment où il a pris la décision, donc il a fait de s'engager dans le programme, c'est la 3e étape. Ça peut être la 2e ou la 3e. Là. C'est plus la 3e, je pense. Hein. Il a eu le sentiment curieux d'être soulagé de sa condition. Puis il s'est avéré que c'était le cas. Dans un des exemples tout à l'heure, on parlait qu'il y en a un, je pense que c'est Jim, ça? Ouais, Jim, le premier. Il avait fait ses étapes 1, 2, 3, mais il disait qu'il n'avait rien fait pour enrichir sa vie spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'avait pas fait ses étapes 4 à 9. Donc, il n'avait pas fait le programme d'action. Il avait juste décidé qu'il renonçait à boire, puis que, bon, il confiait ça à une puissance supérieure, mais il n'avait pas fait ses étapes 4 à 9 et il a rejeté. Donc, c'est ça. Et pour rester abstinent d'alcool, on a besoin de toutes les étapes du programme. Tu veux-tu continuer? Oui. Tout aussi importante fut la découverte des principes spirituels comme solution à tous mes problèmes. Depuis, j'ai été amenée à vivre selon un mode de vie infiniment plus satisfaisant et, je l'espère, plus utile que celui d'autrefois. Mon ancienne façon de vivre n'était certainement pas mauvaise en soi, mais je n'échangerais certes pas les meilleurs instants d'autrefois contre les pires de ma vie d'aujourd'hui. Je n'y retournerai pas, même si je le pouvais. Donc, ici, ce qui veut dire, je n'y retournerai pas, même si je pouvais, c'est une fois que tu as confié vraiment ton problème, puis que tu as mis en pratique le mode de vie, l'alcool n'est plus ton problème. Tu as confié ce problème-là à une puissance supérieure, puis c'est pas elle qui va te ramener à l'alcool. Ce qui peut te ramener à l'alcool, une fois que tu as fait le mode de vie, c'est le fait de ne plus continuer ton mode de vie spirituel, de ne plus rester en bonne forme spirituelle. Ça pourrait te ramener. Un exemple de ça, c'est un exemple qu'on avait, c'est un oncle à Jean-Marc qui a fait Alcoolique Anonyme pendant 20 ans.
Puis après 20 ans, il s'est mis à faire du ressentiment contre quelqu'un. Puis il n'a pas été capable de lâcher le ressentiment. Il est retourné boire, puis il a fini par se suicider parce qu'il n'était plus capable de revenir alcoolique anonyme. Tu sais, donc, c'est pas. Il y avait eu une défense contre l'alcool, mais quand il n'a pas continué à pratiquer le mode de vie, il est embarqué dans le ressentiment, il est retourné boire. Donc, c'est ça. C'est ce qui peut te ramener à l'alcool aussi. Ensuite de ça, on va terminer avec le dernier paragraphe. De l'autre page ou de Oui. nombreux médecins? Non, de la page 49. OK. Nous le rappelons encore une fois. Il y a des moments où l'alcoolique se trouve mentalement démuni devant le premier verre. Sauf de rares exceptions, lui, ni aucun autre être humain ne peut lui fournir les moyens de se défendre. Le secours doit lui venir d'une puissance supérieure. C'est ça. Donc, je suis sans défense devant le premier verre ou mentalement démuni à cause de l'insanité. Alors, j'ai pas les moyens de me défendre contre ça. J'ai besoin d'une puissance supérieure. Donc, le secours doit me venir d'une puissance supérieure. OK. Donc, ça termine le chapitre Autres données sur l'alcoolisme. On aurait donc fini les lectures sur la première étape. Vous avez vu, c'est notre 5e rencontre, 5e atelier. Et ça a pris ce temps-là pour couvrir toute la première étape. J'ai comme devoir pour vous autres un petit questionnaire sur la première étape. C'est pas celui qu'on retrouve dans le petit dépliant. Les A sont-ils pour vous? Moi, ce questionnaire-là, je le trouve pas efficace pour savoir si je suis un alcoolique. Parce que moi, je réponds à ce questionnaire-là, puis j'ai pas beaucoup de oui. Je peux répondre à ce questionnaire-là sans avoir beaucoup de oui, on va vous dire. Mais le petit questionnaire que je vais vous transmettre dans le groupe Messenger, c'est un questionnaire qui reprend les points qui ont été couverts dans les lectures qu'on a faites sur la première étape. Et ça vous permet de voir si votre première étape est faite. Alors, je vais vous l'envoyer par le groupe Messenger. Normalement, Guylaine vous l'enverrait par email pour ceux qui ont donné déjà leur intérêt à recevoir les documents par email. Il n'est pas là cette semaine, donc elle ne pourra pas vous l'envoyer. Ce que je vous suggère, c'est de le regarder dans le groupe Messenger puis d'y répondre. À partir, quand vous l'affichez, le document, vous allez pouvoir voir le document. Si vous n'êtes pas capable de l'imprimer, vous allez le voir à tout le moins. Donc, comme devoir cette semaine, je vous donne comme devoir de répondre à ce questionnaire-là pour voir combien de oui ou si vous passez l'examen, à savoir si vous êtes un alcoolique ou pas. OK? Donc, je vais vous envoyer ça demain, probablement par Messenger. Et je vous demanderai aussi de lire le chapitre Nous, les agnostiques. Nous, les agnostiques, c'est un chapitre qui va couvrir la 2e étape. Et notez, bien sûr, vos réticences et vos questions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu ce soir, le chapitre Autres données sur l'alcoolisme? Des questions ou des commentaires? Oui, Doris? Quelqu'un qui n'a pas, de puissance supérieure, là, il a de la misère en moi, t'as dit, hein? Effectivement, quelqu'un qui est athée, complètement athée. Tu sais, un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a un Dieu, qui ne croit pas du tout qu'il y a un Dieu. Un agnostique, c'est quelqu'un qui ne peut pas pencher, il penche d'un bord et de l'autre. Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr s'il y a un Dieu. Il n'est pas capable de se décider. Bon, au moins, il y a moins de fermeture d'esprit qu'un athée. Un athée est plus fermé d'esprit. Mais il y en a qui se rétablissent. Ils se rétablissent, oui. Est-ce qu'ils ont tous les bienfaits du programme? Je ne suis pas sûre. J'ai connu des athées, entre autres aux États-Unis, où on allait. Il y avait un membre qui était athée, puis c'était des groupes de discussion là-bas, beaucoup. Puis à chaque fois qu'il était là, qu'il prenait la parole, tout ce qu'il avait à dire, c'était qu'il était athée, qu'il ne croyait pas en Dieu. Puis ça tournait toujours autour de ça. Alors, je ne voyais pas beaucoup de rétablissement dans sa façon de s'exprimer. Peut-être qu'il n'avait depuis que je n'étais pas consciente. En tout cas, il ne buvait pas. Ça faisait 20 ans qu'il ne buvait pas avec Alcooliques Anonymes. Mais on peut ne pas boire puis pas avoir beaucoup de relèvement aussi, tu sais.
Comme Fait un que peu c'est comme ça. à sec. Ouais, Un peu comme à sec, dans le fond, tu sais. ouais, c'est ça, OK. exactement. Fait qu'il y en a qui réussissent à rester abstinents, même sans puissance supérieure, mais je les envie pas du tout. Merci, Jocelyne. Bienvenue. Quelqu'un d'autre? OK. Donc, c'est ça. Donc, votre devoir, c'est répondre au petit questionnaire pour la première étape seulement. Vous allez recevoir un questionnaire pour les 3 premières étapes, mais faites seulement celui pour la première étape, puis de lire le chapitre Nous, les agnostiques. J'ai, encore une fois, une petite phrase entendue d'en haut. On entend souvent ça comme suggestion donnée aux nouveaux. Fait 90 meetings en 90 jours. Bon, ben ça vient des maisons de thérapie. Ça vient pas dehors. On entend, c'est pas écrit nulle part dans Alcoolique Anonyme, sauf peut-être les partages de membres individuels. C'est pas la littérature approuvée par eux, les partages individuels. Puis si ça avait été une solution ou la solution pour arrêter de boire, comment ils faisaient dans les débuts des Alcooliques Anonymes quand il n'y avait pas de meeting? Ils se rencontraient peut-être une fois par semaine. Ça n'aurait pas marché. Pourtant, ils ont réussi à demeurer abstinents. Donc, c'est pas une solution à ça. Parce que nous sommes sans défense devant le premier verre. Si je fais juste du meeting et que je ne fais pas le mode de vie, les meetings ne garantissent pas la sobriété. C'est le mode de vie qui va garantir la sobriété.